Is it time to reimagine your future? The right business skills may make a difference in your career. At Capella University, we offer a relevant education that's designed to focus on what you need to know in the business world. We'll teach professional skills to help you pursue your goals, like business management, strategic planning, and effective communication. And you can apply these skills right away. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. More Chumba Casino fan mail. Love this. It says, Dear Ryan, I love Chumba Casino. They're so much fun. I love the wild ride from the social slots to the Slingo to jackpots quicker than a 6-time real spin. Everybody's finding their fun at Chumba Casino. Why don't you find out for yourself? Head to ChumbaCasino.com and enjoy hundreds of casino-style games for free with your welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Pour ses proches, ses frères, ses nièces, ses voisins, Gary est un homme banal, sympathique, aimable. Un travailleur honnête, un peintre en carrosserie fidèle à son entreprise. Derrière sa petite moustache, les traits de son visage sont basiques. Il est ni beau, ni laid. C'est un homme méthodique, simple d'esprit et dyslexique. Pour les femmes qu'il rencontre au sein de l'association Parents sans partenaire, Gary est vu comme un homme gentil, plutôt timide, avec une soif de sexe intarissable. Ce n'est pas un homme violent ni effrayant. En tout cas, pour les femmes de son entourage. Pour les autres, c'est un étrangleur fou et dénué d'empathie. Pour lui, les femmes qu'il fréquente à l'association, au travail, dans sa famille, sont de vraies femmes. Il ne leur fera aucun mal. Les prostituées, en revanche, sont pour lui des dames, des non-personnes, des objets dont il se sert et qu'il jette après utilisation. Il tue le jour ou la nuit, selon son emploi du temps. Cache le corps dans son coffre, retourne s'il le faut au travail et enterre le cadavre à l'heure de sa pause déjeuner. Personne n'a jamais remarqué son petit manège. Alma Smith, 18 ans, disparaît le 3 mars 1983. Une des filles de la rue l'a vue monter dans un pick-up bleu, conduit par un homme banal. 5 jours plus tard, c'est Dolores Williams qui disparaît. Le 21 mars, Cindy Smith ne rentre pas chez elle. La brigade surveille toujours de près Melvin Foster, le chauffeur de taxi, leur suspect numéro 1. Mais force est de constater qu'il n'est pas l'auteur de ces enlèvements. Et la série macabre continue. Sandra Gabert et Kimikai Pistor, le 17 avril. Le tueur semble tellement confiant qu'il peut s'en prendre à 2 filles en une seule journée. Toujours en avril, le petit ami de Gail Matthews la voit monter dans un pick-up Ford bleu, ouvert, dont l'une des portes vient d'être poncée. C'est la dernière fois qu'il voit Gail. Les victimes augmentent de jour en jour. À la brigade de la Rivière Verte, on passe plus de temps à essayer de le répertorier qu'à véritablement mener l'enquête. En avril 1983, Gary fait monter une fille dans son pick-up. Elle a 18 ans, cheveux bruns, mi-longs, la peau mate. Une jolie jeune femme à la bouche pulpeuse. Il l'emmène chez lui. Ils ont un rapport sexuel, il l'étrangle. Mais Marie Malvar se débat. Elle griffe les bras de son agresseur. Elle lutte pour sa vie jusqu'au dernier moment. Ensuite, c'est toujours la même chorégraphie. Gary se débarrasse des indices et du corps. Et pour cacher sa vilaine blessure,
il n'hésite pas à se verser de l'acide sur le bras. Après la disparition de Mary Malvar, le nom de Gary Ridgway apparaît pour la première fois sérieusement dans les dossiers des enquêteurs. Mary a disparu en avril 1983. Son petit ami et proxénète l'a vu monter dans un pick-up de couleur sombre. Comme d'habitude, pour assurer la sécurité de Mary, il a suivi le véhicule. Bloqué par un feu rouge, il a perdu sa trace au moment où le pick-up tournait vers la rivière verte. Puisque Mary n'est pas rentrée, son petit ami a prévenu le père de celle-ci, et ensemble, ils ont retracé le chemin du pick-up. Arrivé sur une voie résidentielle sans issue, le petit ami a reconnu la voiture, garée devant une petite maison des années 50. Alors, ils préviennent la police de la ville et patientent jusqu'à leur arrivée. Le 3 mai 1983, une voiture de police de Des Moines se gare devant chez Gary Ridgway pour l'interroger sur la disparition de Mary Malvar. Gary est étonné de voir la police devant sa porte. Mary Malvar ? Non, il ne connaît pas. Il se garde bien de dire qu'il a les papiers d'identité de la disparue dans la poche arrière de son pantalon. Il répond calmement à toutes les questions des policiers, les mains dans le dos, pour ne pas que l'agent de police voie ses blessures au bras. Il affirme, avec un sang-froid impressionnant, qu'il n'a rien à voir avec ces disparitions. Oui, il lui est arrivé de fréquenter des prostituées, mais comme tout le monde. L'homme est sympathique et semble honnête. Il n'est pas agressif, répond à toutes les questions qu'on lui pose. Il n'est pas nerveux, et puis, il n'a pas le profil d'un méchant. Gary Ridgway ne peut pas être l'agresseur de Mary Malvar, et la police repart bredouille. Le corps de Mary reste introuvable. Et pour être sûr de ne passer à côté d'aucune information, ils interrogent pendant plusieurs heures le petit ami de Mary. Ils le soumettent au détecteur de mensonges et même à une séance d'hypnose pour faire remonter les souvenirs. En vain. Le tueur de la rivière verte court encore. Après Mary Malvar, ils auraient pu l'attraper. Il doit être plus vigilant. Dans un premier temps, il se débarrasse des papiers d'identité de Mary. Il les laisse à l'aéroport de Seattle. Peut-être penseront-ils que Mary s'est enfuie dans un autre État, ou bien ils se diront que c'est un businessman, un homme qui voyage, qui a fait le coup. Puis, il doit brouiller les pistes. Quand Gary rencontre Carol Christensen, elle a 21 ans. Ce n'est pas vraiment une prostituée. C'est une serveuse de l'un des bars de Sea-Tac Strip. Elle fait quelques passes de temps en temps pour arrondir les fins de mois et nourrir sa petite fille. Carol est belle. Elle a un joli corps. Et avec elle, Gary se sent bien. Elle est douce, gentille, patiente. Et ils prennent souvent le temps de discuter. Mais un jour de mai 1983, Carol n'a pas le temps. Elle doit s'occuper de sa fille et prie donc Gary de se dépêcher. Elle signe son arrêt de mort. Gary n'a jamais de raison de tuer ses victimes, si ce n'est son plaisir personnel. Mais là, Carol l'a profondément blessé. Il ne peut pas faire autrement. Après un rapport sexuel rapide, il l'étrangle avec une cordelette. Puis, il s'étend à côté d'elle et pleure. Il l'aimait bien. Et même rengaine. Il installe le cadavre à l'arrière de sa voiture et conduit jusqu'à Maple Valley, une forêt pas loin de Sea-Tac. Là, il abandonne le corps en prenant soin de perdre les enquêteurs. Le corps de Carol Christensen est découvert le 8 mai 1983. La scène est étonnante. La jeune femme est habillée. Un sac en papier d'un magasin du Sea-Tac Strip lui couvre la tête. Une saucisse a été placée sur ses mains. Une truite a été vidée sur l'un de ses bras, une autre près de son cou, et posée sur son ventre, une bouteille de vin. Carol a été étranglée, et sans doute violée. Est-ce l'œuvre du tueur de la rivière verte ? Depuis le début des meurtres en 1982, c'est la première fois que la brigade fait face à ce genre de scène. A-t-il changé son mode opératoire ? A-t-il mis en scène le cadavre pour perdre la police ? Quoi
Quoi qu'il en soit, la brigade décide de compter malgré tout Carol parmi les victimes de la Rivière Verte. Le tueur joue avec leurs nerfs. Carol Christensen n'était pas comme les autres filles. Elle l'a profondément déçue. Il s'est vengé. Il préfère la laisser habillée, sans doute par respect pour son corps. Il lui couvre la tête pour ne pas voir son visage. Il ne veut pas l'humilier. Les saucisses et les truites, il les avait dans son frigo. C'est pour attirer les animaux sauvages, pour qu'ils la dévorent, qu'elle disparaisse et que personne ne la retrouve. Ou peut-être qu'il l'a mise en scène pour qu'on la retrouve plus facilement. C'est une jeune mère, il a pensé à sa fille. Il ne sait pas vraiment pourquoi il a fait ça, si ce n'est pour balader les enquêteurs. En mai 1983, 5 nouvelles victimes sont signalées. Martina Otterly, Cheryl Wims, Yvonne Entosh, Connie Nayon, Carrie Royce. Fin juin, c'est Kelly McGuinness, une très jeune et jolie prostituée du strip qui n'a que 14 ans, qui disparaît. Puis, Kelly Ware, Tina Thompson, April Buttram, Debbie Abernathy, Tracy Winston, Maureen Finney. La brigade est débordée. Il y a trop de victimes et si peu de moyens. L'année 83 est bien pire que la précédente. En octobre, Mary Bello et Denise Pager disparaissent. Kimberly Nelson se volatilise le 1er novembre. Le tueur ne prend pas de vacances. Il frappe même à quelques jours de Noël. Lisa Yates, 26 ans, disparaît le 23 décembre 1983. Depuis 82, le tueur de la Rivière Verte a fait plus de 41 victimes. La majorité des corps n'a pas été retrouvée. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Il se sent invincible. Il passe entre toutes les mailles du filet. Pourtant, Gary a été arrêté en compagnie d'une prostituée, Kelly McGuinness, quelques jours avant qu'elle disparaisse, près de l'aéroport de Seattle, une zone où il a déjà caché plusieurs corps. Mais encore une fois, la police n'a pas fait le rapprochement. Gary se délecte de sa puissance. Sa haine des femmes, particulièrement des travailleuses du sexe, est inarrêtable. Il les contrôle. C'est lui qui décide de leur vie ou de leur mort. Plus le temps passe, plus il gagne en confiance. Et en un mois, il est capable d'en tuer 7. Parfois, il les enterre au même endroit pour les revoir et contempler son travail. Il continue de tuer chez lui, dans sa petite maison de Des Moines, surtout l'après-midi, après le travail. Le nombre de victimes augmente en même temps que le nombre de cadavres, avec un léger temps de décalage. Les restes de Gisèle Levorn, disparue en juillet 82, sont retrouvés près de l'aéroport plus d'1 an après sa disparition. Pas loin, on trouve le crâne et les os de Shonda Summers, disparue en octobre 82. 2 jours plus tard, à quelques mètres des 2 premières victimes, il reste d'un squelette impossible à identifier. Le tueur est là, tout proche. La brigade le sent. Il semble galvanisé ou énervé que les corps soient retrouvés. Plus il y a de cadavres découverts, plus il y a de disparitions. À l'automne 83, on retrouve les cadavres de 4 jeunes femmes signalées disparues depuis plusieurs mois. Les zones où la brigade trouve des corps sont passées au peigne fin. Ils gardent tout. Les fibres, les cheveux, des cailloux, des brindilles, des mégots. Tout ce qui peut servir à faire un lien avec le tueur. Mais les enquêteurs, trop peu nombreux, n'ont pas le temps de faire plus. Ils sont confrontés en permanence à de nouvelles victimes. La tâche est d'autant plus ardue que les disparues ont souvent plusieurs identités. Elles changent de nom à chaque fois qu'elles se font arrêter. Les familles qui les cherchent les déclarent sous leur identité de naissance et ne sont souvent pas au courant de leur travail. Tina Thompson, par exemple,
se fait aussi appeler Star. Mais son vrai nom est Kimberly Nelson. 3 noms pour une seule jeune femme. Il tue plus qu'avant. Et les flics ont du mal à retrouver tous les corps. Beaucoup manquent à l'appel. Ça lui plaît. Il ne veut pas qu'on retrouve ses victimes. Elles sont à lui pour toujours. Il les prend, il les jette. Une fois, il en a enterré une près de Pacific Highway. Mary Bridget Meehan, une jeune femme de 18 ans, enceinte de 5 mois. La brigade spéciale a mis plus d'1 an à retrouver son corps. L'année 83 se termine et il faut se rendre à l'évidence. L'enquête ne mène à rien. Une toute nouvelle brigade, la 2e, est mise sur pied, commandée par Frank Adamson. Les effectifs sont augmentés. 40 hommes sont affectés à l'enquête sur la rivière verte. Ils emménagent près de SeaTac Strip, dans de plus grands locaux. Nouvelle brigade, nouveau départ. Les agents qui suivent l'affaire depuis ses débuts, Dave Reichert, Randy Mulinax, Tom Jensen et Dick Kraske, s'accrochent. Ils n'ont tous qu'une idée en tête. Stopper ce salopard. En février 1984, galvanisé par sa réussite, il a tellement d'avance sur les enquêteurs que Gary envoie une lettre dactylographiée à un journaliste du Post Intelligencer. Il a pris soin de donner des détails que seul le tueur peut connaître. Mais pas question de faciliter la tâche de la police. Il les noie aussi dans de nombreuses fausses informations, écrit les mots sans laisser d'espace et signe « Appelez-moi Fred ». Il joue avec la police. Il se montre un peu, assez pour éveiller l'attention, mais trop peu pour réussir à le trouver. La lettre reçue en février ne peut pas être authentique. C'est un canular. Un anonyme qui s'amuse de la situation pour se moquer de la police. La brigade ne se laisse pas abattre et prend des mesures drastiques. En plus des agents en civil déjà présents sur SeaTac, des femmes policières se font passer pour des prostituées. Des dizaines de clients sont interpellés. Mais aucun ne correspond au profil du tueur de la rivière verte. À Seattle, l'incompétence de la police commence à agacer. Les policiers, eux, sont à bout de souffle. Gary ne s'est pas fait avoir par les femmes flics déguisées en prostituées. C'est simple. Avant de faire monter une femme dans sa voiture, il lui demande toujours de montrer ses seins. Une femme flic ne ferait jamais ça. Mais il s'est fait interpeller plusieurs fois. Il a même été interrogé par l'enquêteur Randy Mulinax. Gary l'a baratiné avec une assurance hors norme. Alors Mulinax l'a laissé partir. Dans les jours qui suivent, c'est Larry Gross, un autre enquêteur de la brigade, qui interpelle Gary. Il le relâche. Il est tellement banal avec sa chemise à carreaux, sa casquette de baseball et sa petite taille. Aucune raison de le soupçonner. Le nombre de suspects est aussi affolant que le nombre de victimes. Plus de 10 000 noms. L'affaire est hors norme. Et à Seattle, les rumeurs vont bon train. Le tueur serait un avocat. Non, c'est un policier. Depuis que les meurtres ont commencé, on ne sait toujours pas vers où chercher. Et puis, en 1984, une survivante du tueur de la rivière verte se présente au poste.